Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés. Aujourd'hui, nous allons faire une petite émission qui pourrait être une série qui revient un petit peu à revenir sur les idées fausses que l'on croise en finance, sur les marchés, en général dans la vie qui a pu être la tienne, que tu as croisée tout autour de... Dans les économies, les politiques économiques, il y a beaucoup d'idées fausses, oui. Il y a beaucoup d'idées fausses et pour autant, elles continuent à être mises en place avec énormément de constance et d'intérêt de la part de nos politiques. Et on va reprendre cette citation d'un grand philosophe, s'il en est, qui était Yogi Berra, qui disait la chose suivante, qu'en théorie, la théorie et la pratique ne font qu'un, mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, non. Alors, Yogi Berra était un joueur de baseball qui a eu quelques citations fameuses restées dans l'histoire. Et donc, Celle que je préférais, c'est quand vous arrivez à un embranchement, vous le prenez. Oui, voilà, c'est ça. Je trouve ça absolument génial. Donc, il est certain que parfois, il y a des choses qui méritent qu'on s'y arrête. Et effectivement, là, dans l'idée que la théorie et la pratique sont la même chose, mais en théorie, mais pas vraiment, oui. C'est un peu souvent ce qui arrive dans les marchés. Alors, toi, quand tu as analysé, depuis les 55 ans que tu as passé sur cet horrible temps que sont les marchés qui te permettent d'avoir l'air à la fois stupide et contraint, tu as relevé qu'il y avait 3 risques. Le risque du temps, le risque de crédit et le risque de propriété. Oui, ben c'est les 3 risques. Le risque du temps, c'est simplement si tu abandonnes, par exemple, la propriété de ton cash, tu peux l'abandonner en le prêtant à quelqu'un qui te le remboursera dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est pas la même chose si tu le rembourses dans 1 an ou dans 30 ans. Tu vois, donc un risque... Et ton risque devrait être rémunéré de manière différente. À ce moment-là, il sera rémunéré. Le crédit, si tu le prêtes à quelqu'un, si tu le prêtes, je sais pas, à Bernard Arnault, c'est moins dangereux que si tu le prêtes au boucher de ton village. Tu vois, donc il y a un risque de crédit aussi que tu faut prendre en compte. Et le 3e, c'est le risque de la propriété, c'est-à-dire qu'une fois que tu peux décider que tu vas abandonner ton cher cash ou ton lingot d'or et que tu vas le mettre comme capital dans une société où il sera plus à toi, tu vois, à ce moment-là, tu n'auras que de l'argent, il n'y aura pas un effet de remboursement. Tu peux gagner de l'argent sur cet argent, parce que tu as un capital qui va te payer des dividendes, mais aussi tu peux tout perdre. Donc, si tu veux, c'est les 3 risques. Donc, les marchés financiers, c'est un monde à 3 dimensions. Donc, c'est pas du tout un monde à 1 dimension, 2 dimensions, c'est un monde qui est un peu compliqué, où les choses peuvent bouger. Et ce que j'essaie de dire depuis un certain temps, c'est que dans des pays comme la France, ou l'Angleterre, ou les États-Unis aujourd'hui, je pense que le risque du crédit attaché aux États est énorme. Bien sûr, mais c'est pour ça que depuis un bon moment, on dit à tout le monde de faire très attention à leurs assurances vie et aux obligations d'État qu'elles pourraient contenir, parce que le risque... Le risque du crédit est considérable. Et quand le risque du crédit est considérable, ça veut dire que tout ce qui est contrat est un risque, parce que mettons que tu te dises, bon, mais je prête pas à l'État, mais je prête à mon voisin qui est un type au poil. Oui, mais si tu lui prêtes dans la monnaie qui est contrôlée par l'État et que la monnaie va à 0, ça te fait une belle jambe, tu vois ce que je veux dire ? Donc il y a aussi le risque de la monnaie dans laquelle tu calcules, tu signes tes contrats. Parce que encore une fois, si tu achètes une action en liquide, qu'elle soit cotée en francs français, en euros ou en dollars de Zimbabwe, ça a une valeur intrinsèque. Donc c'est drôle parce que ça, c'est quelque chose à l'Université de l'épargne sur lequel nos petits épargnants ont du mal, c'est de dire, mais oui, mais je ne devrais pas acheter cette action Air Liquide en euros, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je l'achète dans une autre devise ? Non, parce qu'elle est transparente par rapport à Air Liquide. Air Liquide, si vous voulez, c'est des usines partout dans le monde qui ont des contrats à long terme, qui sont très bien montés, etc., qui fait des fois des produits très utiles. Donc ça a une valeur. Alors maintenant, la question essentielle, c'est vous dites comment je mesure cette valeur. Je vous donne un exemple. La Hong Kong Shanghai Bank, bon, elle était cotée, et elle est toujours d'ailleurs à Hong Kong, où elle est mesurée en dollars de Hong Kong, la monnaie locale. Elle est cotée à Londres, où elle est mesurée en livres sterling. Et elle est cotée à New York, où elle est modérée en dollars US. Et donc, vous avez 3 prix, mais en fait, ils doivent être égaux, ces 3 prix, une fois tenu en compte. Donc, si d'un seul coup,
mettons, la livre sterling disparaît ou je sais pas quoi, la valeur de la Hong Kong Shanghai ne changera pas. Oui. Les deux autres, ils continueront à côté tranquillement parce que c'est pas... Donc, la monnaie, c'est un outil de mesure, mais c'est pas... ça peut mesurer la valeur, mais ça a une valeur indépendante de la monnaie. Alors que si tu achètes une obligation de l'État français, la seule valeur que ça a, c'est dans la monnaie, parce que l'État français peut lever des impôts dans cette monnaie, puis voilà. Donc il forcera les gens à payer ton obligation. Donc si tu veux, il faut bien comprendre la notion de propriété. Une propriété, c'est quelque chose qui a une valeur indépendante de la monnaie dans laquelle c'est mesuré. Alors qu'une obligation, non. Donc ça peut devenir illiquide, c'est-à-dire que si d'un seul coup ta monnaie disparaît, tu vas avoir du mal à avoir une valeur pour ça, mais c'est pour ça que nous, on a tendance aussi à mesurer toute une série de choses en or. Oui. Parce que ça, il y a peut-être... c'est toujours mon histoire, si tu as une pièce d'or, tu vas voir n'importe quel paysan dans tous les pays du monde et il va te nourrir une famille de 4 personnes pendant une semaine avec la pièce d'or. Point barre, c'est la même. Donc ça, c'est une valeur qui reste. Donc c'est les 3 risques qui existent et le travail du financier, c'est dans le fond de mesurer quel risque il faut privilégier en ce moment, celui-là plutôt que quel autre. C'est ça la question, quoi. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est que comme l'État est un gros emprunteur, et comme il a le monopole de la violence légitime et de la législation... On veut dire par là qu'il peut vous envoyer les gendarmes si vous ne payez pas votre TVA. Vous vous coupez la tête, allez. Mais ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va essayer de mettre les taux d'intérêt, donc le risque de crédit, le plus bas possible. Et à ce moment-là, ça va dire que donc il est en train d'essayer de te voler littéralement. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il y a des théories économiques qui ont été développées par Keynes, et puis pas tellement par Keynes, mais surtout par tous ses successeurs, en disant que si l'État vous volait le produit de votre épargne, c'était une très bonne idée. Oui, parce qu'on a toujours chez Keynes et ses successeurs, messieurs Piketty et consorts, l'idée qu'il faille euthanasier le rentier, que quelque part... Que l'épargne est une mauvaise chose. Que l'épargne serait une mauvaise chose. Folie. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal avec la notion propre d'approfondissement du capital, et pour eux, ce sont eux véritablement les inventeurs de cette idiotie qu'est le ruissellement, qu'on impute à droite, qu'on impute à Reagan complètement à tort, et qu'on retrouve dans la bouche de personnes comme Onfray, qui vont toujours dire le libéralisme et son ruissellement sont des choses fausses. Voilà, mais ils adorent dire ça à gauche, alors que c'est idiot, et que c'est absolument pas une théorie de droite. Donc, je vais essayer... Alors, on va faire... C'est pas une leçon, mais je vais essayer de faire une explication de systèmes qui sont compliqués. Donc, je m'attends pas à ce que ce soit facile, tu vois ce que je veux dire, hein, ça va être une... Mais est-ce que l'auditeur essaye de s'imaginer qu'il y a, 3 groupes. Hein. Tu as le groupe des petites fourmis travailleuses qui épargnent, là. Il y en a beaucoup, et qui ont très peur de perdre de l'argent. Logiquement. Enfin, comme ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, ils sont très bon. Ils sont tous là. Puis de l'autre côté, tu as une série de fous complets qui sont les entrepreneurs, qui eux sont prêts à tout perdre, parce qu'ils ont cette espèce de folie de vouloir créer quelque chose, donc ils sont là à droite. Et au milieu, tu as des gens dont le rôle est de mutualiser le risque, de prendre le risque de la faillite des fous, là, et eux de prendre ce risque et de prendre une livre de chair, en quelque sorte, à ce moment-là, et dont le rôle est de transformer cette épargne qui a tendance à être stérile à des gens qui l'utiliseront de façon productive. Et bien sûr, ils sont au milieu et ils vont prendre leur part. Ça s'appelle les financiers. Et dans ces financiers, il y en a tout un tas qui trouvent que c'est une bonne idée s'ils pouvaient emprunter le moins cher possible aux petites fourmis, pour, avec cet argent qu'ils ont emprunté, aller piquer le travail des entrepreneurs. Bien sûr. Et ça, c'est les keynésiens. Oui. Et c'est ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui. Donc,
le mieux, c'est que ces gars qui sont au milieu, qui ne puissent pas emprunter à des taux subventionnés pour piquer le pognon des autres. Il faut qu'eux aussi prennent un risque. Et donc, il faut que l'argent qu'ils empruntent, aux petites fourmis, là, ils l'empruntent à un vrai prix de marché, et pas à un faux prix. Et ce qui se passe depuis 20 ou 25 ans, c'est qu'on leur fait un faux prix, et donc on a monté un système, dont je vais essayer de montrer, qui permet littéralement aux riches qui ne prennent pas de risques, c'est-à-dire les financiers au milieu, les Blackstone et tous ces gens-là, tous ceux qui font du LBO, mettons, de s'enrichir en appauvrissant les pauvres gens. Donc le système qu'on a depuis 20 ans, c'est un système qui favorise les riches et pénalise les pauvres. Et ça amène toujours à des fins un peu douloureuses dans le système économique, parce qu'à un moment, les types-là, ils arrêtent d'épargner, et puis les entrepreneurs, ils arrêtent d'entreprendre puisqu'ils n'ont plus de pognon. Et le système s'arrête, quoi. Donc on a aujourd'hui, ce que j'appelle le capitalisme de connivence, une espèce de conjuration, il faut dire les mots, entre les banquiers centraux, les économistes, les journalistes, etc., pour expliquer qu'il est très bon que l'État emprunte, que s'il emprunte, il doit emprunter le moins cher possible. Les gens me cassent les pieds avec l'histoire de la loi Rothschild, la loi 73. La loi 73. Écoute, on a fait plusieurs émissions dessus. On a expliqué. Les gens qui continuent sur la loi de 73 ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas apprendre, mais ils me disent, mais il faut que l'État emprunte le moins cher possible. Je leur dis, et pourquoi ? Vous trouvez qu'il fait un tellement bon usage du capital qu'il faut qu'il emprunte pas cher ? Un État ne devrait pas emprunter du tout. Alors déjà, un État ne devrait pas emprunter du tout. Au-delà de ça, de toute façon, la loi de 73 n'est pas vraiment ce qu'on vous en a raconté. Si vous allez voir, de toute façon, l'État avait toujours une capacité d'escompte et de toutes les façons pouvait emprunter. Par ailleurs, à partir du moment où on est passé à Maastricht et à la BCE, la question est fort close. Donc je ne sais pas pourquoi on continue de vous expliquer toutes ces choses alors que de toute façon, l'État... Mais c'est faux en plus. Et en plus, c'est faux. Rien ne va dans cette histoire, si ce n'est que... Si ce n'est que ça permet de dire qu'il y a une grosse concuration... Des Juifs. Des Juifs, voilà. Alors peut-être, mais elle n'est pas là. En tout cas, ce coup-là, c'est pas vrai. C'est pas là. Alors, on va vous montrer un certain nombre de graphiques. Et je vais commencer par qui détermine les taux courts. Et ça, il faut que vous sachiez que c'est le privilège exclusif de la Banque centrale. C'est la Banque centrale, son seul rôle, c'est de déterminer le taux court, c'est-à-dire les bons du Trésor à 3 mois. Et à partir de là, toute la hiérarchie des risques va se mettre en place. Tu sais, le risque du temps, le risque du crédit, le risque de la propriété, mais tout se fait à partir de là. Donc c'est le prix essentiel. Et ce prix essentiel peut être mis trop bas. Et en particulier, alors les gens me disent trop bas, ça veut dire quoi ? C'est difficile, les gens s'y foutent rien. Mais je sais que si les taux réels sur les bons du Trésor à 3 mois sont négatifs, c'est-à-dire si après déduction de l'inflation, l'État emprunte à négatif, c'est que c'est trop bas. Parce qu'il n'y a aucune raison que l'État... un taux réel négatif, c'est un impôt sur l'épargne des pauvres. Bien sûr. Tu vois, c'est-à-dire qu'à la place de toucher du 3%, il touche du moins 1. Oui, parce qu'on a déjà fait des émissions auxquelles je vous renvoie qui s'appelait le prix du temps, qui était justement la détermination du taux d'intérêt. Et contrairement à une certaine vieille idée catholique, parce que l'Église n'a pas toujours compris la chose, et on parlait d'usure. En fait, c'était une idée juive, oui. C'était une idée qui était dans le Talmud. Dans le Talmud, alors que dans les évangiles, dans la parabole des talents, le Christ dit, tu aurais pu laisser l'argent à la banque et j'aurais touché des intérêts, quoi. Ouais. Et donc c'est Saint Paul qui n'a pas compris le coup, là. Oui. Bon. Alors, je vais vous montrer. Le premier graphique que vous avez devant vous, la ligne rouge, les lignes rouges, là, c'est les taux d'intérêt réels sur les obligations, sur les bons du Trésor à 3 mois aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est ce que fait la Banque centrale. Et comme vous voyez, ces taux peuvent être négatifs, c'est-à-dire on est en dessous de la ligne 0, échelle de gauche. Et à ce moment-là, j'ai assuré le graphique en vert du haut en bas. Mm-hmm. Tu vois, donc tu vois que tu as des périodes de taux réels négatifs, des périodes de taux réels positifs, négatifs à nouveau, et un petit peu positifs maintenant, et ça va redevenir négatif maintenant.
En bas, vous avez le taux d'inflation. La ligne noire. La ligne noire. Et tu vois, chaque fois qu'il y a des taux d'intérêt réel, l'inflation pète à la hausse. Puis quand l'argent devient à un prix normal, ben à ce moment-là, il n'y a plus d'inflation, l'inflation se pète la gueule. Donc ça suit à peu près. Donc la première des choses que je vais faire, c'est que je vais dire, bon, vous voyez bien que... Et j'y ai mis, pour ceux que ça intéresse vraiment, les noms des banquiers centraux voilà, en on haut. reconnaît, vous avez Burns, Vous avez Burns qui a laissé l'inflation pâter, puis vous avez Volcker qui a fait arrêter l'inflation en montant les taux, Greenspan qui a fait une politique très intelligente de maintenir les taux élevés pendant longtemps, puis ensuite on a eu une série de crétins, Bernanke, Yellen et Powell. Voilà. Et donc vous voyez... Mais Bernanke a fait beaucoup pour la crétinerie en termes de banque centrale. Parce qu'il est resté négatif beaucoup trop longtemps. Donc, vous voyez, vous avez donc une période comme ça, et ça nous permet de déterminer les périodes où les taux étaient à leur prix, quand ils sont au-dessus de la ligne zéro, quoi, et que le graphique n'est pas assuré vert. Quand c'est blanc, là, ça veut dire que c'est normal, l'économie est normale. Vous voyez quand même que depuis de toute ma carrière, là, 55 ans, j'ai pas eu tellement de périodes normales. Hein. Ouais. C'est-à-dire que ça fait, à part la période 1980, 2002, 2003, ce qui a été, et à ce moment-là, on a appelé ça, parmi les économistes, la grande modération, parce qu'il y a eu croissance sans inflation. Les États-Unis étaient en excédent budgétaire en 2000. Enfin, ça marchait très très bien. Et comme ça marchait très très bien, ça pouvait pas durer. Tu vois, ils ont recommencé à recasser le truc. Quoi. Bon. Mais ce que vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des banquiers centraux qui sont, il faut maintenir les taux bas, et des banquiers centraux qui disent, foutez bien la paix au taux. On va les maintenir hauts, comme ça, c'est le marché qui déterminera qui peut emprunter et qui ne peut pas. Et ce n'est pas vous qui le ferez. Bon, première chose. Alors, maintenant, on va essayer de réfléchir. Vous êtes quelqu'un qui peut emprunter. Si les taux d'intérêt sont très en dessous de zéro, là... T'es passé au deuxième ? Non, pas encore. Si les taux d'intérêt sont très en dessous de zéro, vous voyez, là, dans les périodes vertes, entre vous et moi, vous êtes très couillon si vous n'empruntez pas. Bah oui. Puisque vous êtes payé pour emprunter, littéralement. Vous êtes subventionné. C'est l'histoire que je raconte toujours. On avait des bureaux qui étaient rue Renoir, je ne sais plus où. Rue du Renlac, derrière la maison de la radio, qui était en location. Qui était en location. Un rez-de-chaussée assez humide. Assez humide et qui n'était pas très intéressant. Puis un jour, j'ai fait des calculs, je me suis rendu compte que compte tenu des taux zéro imbéciles ou négatifs qu'ils faisaient en France à ce moment-là, ça me coûtait moins cher d'emprunter pour acheter des bureaux tout à fait charmants dans lequel on est aujourd'hui. J'avais pas besoin d'acheter des bureaux. Non, mais à partir du moment où j'étais payé pour le faire, donc j'ai emprunté à 10 ans à 1,5%, paiement in fine, c'était complètement imbécile. Quoi. Je veux dire que si je voulais m'acheter des bureaux, j'aurais pu, mais il fallait que ça me soit un peu pénible, mais là, pas rien du tout, ça me coûte moins cher. Donc bien sûr que je l'ai fait. Donc j'emprunte. À ce moment-là, vous voyez très bien, deuxième graphique, je prends la dette du secteur business aux États-Unis. Vous voyez, tous les business. Hein. Je ne prends pas les particuliers, que les business. Et puis, je dis, donc ça c'est la dette de tous les business, et je déflate ça par les taux d'intérêt capitalisés. Donc si la ligne rouge monte, ça veut dire que la dette monte beaucoup plus vite qu'elle ne devrait monter s'il fallait simplement emprunter pour les taux d'intérêt. Tu vas dire que vraiment la quantité de dette augmente. Elle augmente, si que j'ose dire, la ligne rouge ne monte pas parce que les taux d'intérêt montent, elle monte parce que les gens empruntent comme des fous. Puis quand elle baisse, ça veut dire qu'ils cessent d'emprunter, que les choses sont normales. Donc tu vois bien que dans toutes les périodes vertes, les gens empruntent comme des fous. Tu vois, dans les années 70 et à nouveau maintenant. Et puis dans la période de la grande modération, les gens cessent d'emprunter parce que il n'y a pas de raison d'emprunter pour acheter des bureaux. Si tu payes le coût de l'emprunt, le vrai bureau, tu vois, c'est complètement idiot. Et donc je regarde ça et je dis, bon, quelle est la thèse de Keynes ? Keynes dit, si vous mettez les taux d'intérêt bas, à ce moment-là, les entrepreneurs qui sont très cons vont se dire, oh là là, il faut que j'emprunte, parce que c'est pas cher du tout, et je vais investir. Donc, il appelle ça stimuler l'animal spirit, l'esprit animal. L'esprit animal, l'esprit... oh, c'est pas cher, il faut que je me précipite, quoi. L'esprit grégaire, l'esprit imbécile. Et c'est vrai que ça se passe. Mais ce que Keynes n'a pas vu, mais pas du tout, c'est que
tu peux faire ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire t'empruntes pas cher du tout pour acheter un truc qui existe déjà. Pour racheter un autre actif. Pour racheter un autre actif, mais qui existe déjà. Je ne fais pas construire un bureau. Non. Je prends un bureau qui est déjà là, et comme je l'achète, le prix va monter de ce bureau. Mais il n'y aura pas un bureau de plus. Tu vois, c'est ça le... Donc, si tu mets le coût de l'argent à un taux très bas, tu permets à ceux qui sont dans la partie du milieu, tu sais, les crapules au milieu, les financiers véreux, là, avec des chapeaux haute forme et qui fument des cigares, tu leur permets d'emprunter pas cher pour acheter des actifs existants. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le capital spending, les dépenses d'investissement, l'approfondissement du capital, n'a pas lieu. C'est-à-dire que oui... Ce qui est complètement paradoxal, quelque part. Voilà. Comme toujours en économie, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Exactement. Et là, on a un effet retors de quelque part un accès au capital qui est, et on l'a vu plus que jamais dans l'accès à l'immobilier ces dernières années, parce que les taux très bas ont entraîné quelque part cette hausse phénoménale du marché, du coût de l'immobilier. Et ça a exclu tous les gens qui ne pouvaient pas emprunter, qui n'avaient pas d'actifs ou pas encore. Pas encore, donc toute la classe moyenne, alors que précisément, ça aurait dû leur... Alors que précisément, les crétins de gauche disent qu'il faut mettre des taux bas pour permettre l'accès à la propriété. Ben non, parce que à ce moment-là, la propriété est préemptée par des gens qui ont déjà le pognon. Donc il faut bien se rendre compte que tu mets les taux, par exemple, à 4, allez. Et la rentabilité du capital est à 4. À ce moment-là, personne ne va emprunter pour acheter des choses qui te rapportent du 3, du 2 ou du 1. Tu vois, les seuls investissements qui auront lieu, c'est des choses qui te rapportent 4,5, 5, 6, où la rentabilité marginale du capital est supérieure à 4. Et c'est pour ainsi dire toujours des nouveaux investissements dans des secteurs de croissance. Mais si tu mets les taux d'intérêt courts à 1, et la rentabilité des plus à 4. Tu as des tas de gars qui vont emprunter pour acheter des trucs à 3, à 2, tu vois ce que je veux dire? En prenant du levier. C'est-à-dire que le prix des actifs montera, mais la quantité d'actifs dans le système ne montera pas. Oui, donc de toute façon, il n'y a toujours pas plus d'appartements pour les classes moyennes. Et il n'y a pas plus de machines-outils, il n'y a pas plus... Voilà. Et alors ce qui se passe à ce moment-là, c'est donc le troisième graphique. Ce qui est très étonnant, c'est que vous voyez donc que dans les périodes vertes, c'est l'investissement en capital fait dans les sociétés américaines. Les lignes rouges, vous voyez, c'est la croissance du capital à la disposition des entreprises américaines. Le taux de croissance annuel, hein, tu vois. Et tu vois que dans toutes les périodes vertes, les entreprises investissent moins. Alors que dans les périodes blanches, où c'est difficile d'emprunter ou c'est cher, elles investissent de façon constante. Parce que là, justement, tout le monde emprunte à 4 pour acheter à 2. Tandis que là, tu ne peux pas, donc tu es obligé de prendre le risque de la nouveauté, de l'investissement. Et donc tu vois très bien qu'on se retrouve aujourd'hui dans une période où les entreprises, après une quarantaine d'années, elles ont beaucoup moins de capital qu'elles en avaient autrefois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc horrible. Je passe au graphique suivant. C'est que la productivité du travail baisse. Tu vois, ça, pourquoi la productivité du travail? Parce que quel est le lien entre le capital et le travail? Si tu achètes des nouvelles machines au gars, il va avoir une productivité plus élevée. Donc, on va pouvoir l'augmenter. Oui. Mais si la machine, il regarde les vieilles machines... Ah oui. Pour acheter des bureaux... Oui. La productivité du travail, elle baisse. Et donc, comme le salaire baisse, donc, le type qui a emprunté pour acheter le bureau, il s'enrichit. Et le pauvre travailleur, lui, qui a plus moins de machines, il s'appauvrit. Donc, les industries ferment en France, l'immobilier flambe. Et tu te retrouves avec toute la classe moyenne
qui est complètement râpé. Exsangue. Et le fairy tales des gens de gauche qui vont vous expliquer que c'est parce que on donne trop de dividendes aux actionnaires sans avoir jamais réconcilié ce qu'on est en train de vous raconter. En plus, si tu veux, j'ai déjà montré que la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises, justement, ne cesse de se péter la gueule, parce que tout le capital français va où il va, l'argent des petites fourmis. Ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. Le CAC 40, c'est 40 entreprises par définition. Donc, qui la plupart du temps font leurs bénéfices en dehors de France. Oui. Maintenant, oui. Quand on parle des TPE, des petites entreprises, des toutes petites entreprises qui représentent le grand du tissu entrepreneurial français, cela crève la faim. Que 40 entreprises cotées, potentiellement comme Total, distribuent d'énormes dividendes parce que le marché de l'énergie est tel qu'il est aujourd'hui à cause de guerres qu'ont déclenché M. Trump, ne concerne absolument pas Robert et ses 3 crèmeries. Donc il faudrait quand même aussi apprendre à distinguer les deux mondes. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que il faut bien te rendre que le capital épargné par tous ces petits, les fourmis méritantes là, qui sont l'objet des attentions de l'université de l'épargne, tu vois, c'est les petites fourmis qui sont là. Ben, ce capital, aujourd'hui, en France, il est préempté, par l'État, qui va faire avec ça des transferts sociaux pour payer des gens qui ne travaillent pas, bon, et 2, par des spéculateurs qui vont spiler sur l'immobilier ou sur je ne sais pas quoi, ce qui fait qu'il n'y a plus d'argent pour les entreprises, et donc la France est le seul pays au monde qui, depuis 1974, la première crise pétrolière, n'a jamais vu son taux de chômage tomber en dessous de 7%. Parce que ça fait 50 ans qu'on martyrise les entrepreneurs au profit de cette espèce de classe, ce que j'appellerais à la fois qui rejoint, si tu veux, c'est les grandes banques dans lesquelles il y a des personnels étatiques et qui prêtent au truc de LBO, quoi, tu vois, et donc qui vont faire de l'immobilier, n'importe quoi. Donc vraiment... c'était tous les trucs sur Casino. Voilà, c'était les Naori. Et par exemple aussi, l'argent aujourd'hui de l'État, vous le fiez à l'État, qui va faire des miroirs magiques et des moulins à vent sur lesquels on perd du fric. Et donc, ils prennent l'argent des petites... Et à la place de le donner à des gens qui vont faire des petits avec l'argent, ils le donnent à des gens qui font n'importe quoi, mais qui s'enrichissent eux-mêmes gravement. C'est tout le truc de l'Argentine. Et je pense que quand ils le donnent aux gens qui s'enrichissent gravement, il y a aussi des rétrocommissions. Ah ben évidemment, on va sans dire ça. Et on l'a très bien vu au moment des élections présidentielles avec les gros travaux qu'avait fait McKinsey. Je crois que le patron de McKinsey France, c'est le fils de M. Fabius. C'est un des... Oui. C'est donc, on se rend compte qu'il y a peut-être des... c'est ce que je dis, pour être au Conseil constitutionnel, il faut quand même avoir un casier judiciaire, parce que sans ça, on n'a pas les conditions, on n'a pas les qualités requises. Donc, vous avez ça qui se passe. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Donc, les petites gens, ils ont leur salaire qui ne monte plus. Hein. Mais... Comme le capital a été préempté pour spiler dans l'immobilier, ou pour faire des LBO où tu vires la moitié du personnel une fois que tu l'avales, plus personne n'investit dans la construction de nouvel immobilier. Non. C'est plus intéressant d'aller acheter un appartement haussmannien. Plus personne n'investit pour que la bouffe soit pas chère, l'agriculture crève de faim. Plus personne n'investit... par exemple, dans une énergie qui soit abondante et pas chère. Donc ces 3 postes, énergie, bouffe et loyer, comme plus personne n'investit, il y a une inflation pas possible dedans. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un cycle du cochon. À partir du personne moment n'investit, donc vous avez une demande très forte. Vous n'avez pas de recherche, la demande, elle croît. Et l'investissement et tout se passe. Et ce qui se passe, c'est que donc... Le graphique suivant, c'est le graphique de celui que j'appelle l'indice des prix des gilets jaunes. La ligne noire, c'est l'indice des prix des gilets jaunes, où tu as l'énergie, les trois grands postes, tu sais, dont je parle toujours, la bouffe, l'énergie et le loyer. C'est quand les gens
pas d'argent, c'est grosso modo là où ils foutent 100% de leur fric, quoi. Tu vois, c'est à peu près ça, voilà. Et tu vois que chaque fois que les taux d'intérêt réels négatifs ont lieu, là, les périodes vertes, ben, ce qu'on appelle les essentiels, ces 3 trucs, montent beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pas eu d'investissement. Et donc, non seulement leur salaire n'augmente pas, mais en plus, les trucs que eux, ils ne peuvent pas ne pas acheter, les 3 trucs essentiels, ça monte beaucoup plus vite que la soi-disant inflation. Donc, eux, ils prennent... Donc, leur niveau de vie, entre des salaires qui ne montent pas et les prix de ceux qu'ils sont forcés d'acheter montent, ils se font massacrer. Donc, les petites gens en prennent plein la gueule. Et c'est fait par des gens de gauche qui disent « Ah non, il faut... que l'État en prenne pas cher, la loi Rothschild, je sais pas, toutes ces conneries. » Donc, tu te dis, mais vraiment, vous vous rendez pas compte que la politique que vous suivez enrichit les gars qui ont fondé le BO et tue tous les petits gens qui travaillent, qui se lèvent le matin, quoi. Ça, c'est la France périphérique qui en prend plein la gueule pendant que Paris s'en met plein les fouilles, quoi. Ça me met dans un état de rage. Tu sais, je lisais récemment qu'en France, le seuil de pauvreté est à 1228 €, je crois, voilà. Et le SMIC est à 1448. Voilà. Donc en fait, le delta entre le seuil de pauvreté et le SMIC est de 200 €. C'est grotesque. Il n'y a pas de SMIC en Suisse, mais il y a des cantons qui ont des SMIC. Par exemple, Genève, je crois que le SMIC à Genève est à 4500 francs suisses. Alors que nous, on avait un niveau de vie plus élevé en 58. Donc, c'est une politique, si tu veux, qui, dans le fond, est organisée pour transférer de façon automatique le maximum de pognon des pauvres aux riches. C'est-à-dire, c'est le contraire du capitalisme. Normalement, le capitalisme investit, le prix des produits baisse, parce qu'il y a une concurrence effrénée. Comme tu as beaucoup investi, la productivité du travail est forte, donc les salaires montent. Donc les petites gens, on voit leur niveau de vie monter. Et les entrepreneurs qui n'arrivent pas à de bons résultats, ils sautent. Et donc tu vois, c'est vraiment une espèce de méritocratie par l'euro, où les bons gagnent plein d'argent, les mauvais disparaissent, et les petites gens sont les gagnants. Or, c'est exactement le contraire qu'on a organisé en manipulant ce taux d'intérêt qui est incroyable. Donc c'est la Banque centrale qui désigne les banquiers centraux. Ça dépend des pays. Quand c'est les États-Unis, tu as un conseil de la Fed et c'est d'autres... Et normalement, c'est En principe, si tu veux, c'est les riches. Ouais. Parce que les pauvres, on leur demande pas leur avis sur le... Monsieur Villeroy de Galhau, il a mais pas... Monsieur Villeroy de Galhau, aujourd'hui, alors que ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, le gouverneur de la Banque de France est un employé de la BCE. Il ne prend... Non, il est toujours employé de la Banque de France, qui a son domaine, etc. Je comprends pas pourquoi il est là, ni à quoi il sert. C'est tout à fait exact. Alors regardez ce transfert des riches aux pauvres. Alors mettons que le pauvre, comment il investit, comment il épargne, quand il peut, hein, s'il lui reste un peu quelque chose, comment il épargne. Il va se mettre dans le livret A. C'est ça, il va prendre une assurance vie, il va prendre un livret A, il va prendre un PEL. Et le riche, comment il investit ? Dans les actions. Dans les actions, une fois qu'il a acheté pas mal d'immobilier, probablement une ou deux maisons. Là, je vous montre le rapport aux États-Unis entre, mettons, pour faire simple, hein, c'est grosso modo le Standard & Poor's, le marché des actions, et le livret A. Bon. Alors tu vois que dans les périodes vertes, comme tu as un énorme transfert de richesse qui se passe vers les actionnaires, au détriment de ceux qui ont... les actions font beaucoup mieux que le livret A. Et puis, quand les taux d'intérêt sont normaux, les actions font à peu près comme le livret A, tu vois, dans les périodes blanches. Et puis, à partir du moment où on remet les périodes vertes, les actions font à nouveau beaucoup mieux que le livret A. Donc, les gros malins qui nous gouvernent se disent, c'est quand même mieux si mes actions bénéficient du transfert des pauvres gens, parce que moi je m'enrichis comme un salopio, puis dans le fond ils ont que s'y méritent, ils ont qu'à travailler, et puis voilà. Donc ce qu'il y a d'extraordinaire, si tu veux, c'est qu'une politique de taux d'intérêt bas
est un machin qu'on présente comme social parce que ça permettra l'accès à la propriété, puisque les taux d'intérêt sont bas. Que dalle, parce que les taux d'intérêt sont bas, mais à ce moment-là, le prix des actifs sera à un niveau tel, parce que les taux d'intérêt sont bas, que la propriété, tu peux toujours te brosser, tu ne l'auras jamais. Mais c'est ce que on remarque aujourd'hui. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé en tant qu'avocat, on avait, à l'époque, le temps était différent, on avait des secrétaires. Bon. Et je me souviens très bien de ma secrétaire qui avait acheté son pavillon avec son conjoint, et elle renégociait ses taux, et ils avaient des taux à 5-6%. Mais en attendant, elle était jeune trentenaire, et ils étaient déjà propriétaires d'un bien en dehors de Paris. Ça n'arrive plus maintenant. Mais ça arrive plus, c'est complètement possible. Parce que certes, les taux d'intérêt sont bas, mais en plus, si tu veux, comme la plupart de l'épargne est préemptée par des gens qui vont faire ces spéculations, Arnaud ou j'en sais rien, qui viennent de se racheter un truc à 500 millions d'euros, je sais pas quoi. Mais ça, c'est de l'épargne qui est pris aux petites gens, tu vois, et qui va aller chez Arnaud pour qu'il gagne encore plus d'argent. Mais il a bien raison de le faire, parce que d'abord, c'est pas de sa faute si ça existe, c'est ce qu'il dit. Mais donc, comme il y a moins d'épargne, l'épargne ira en priorité dirigée par les banques vers leurs plus gros clients. Tu n'auras pas... Donc, quand les taux d'intérêt ne sont pas des taux de marché, c'est ceux qui sont le plus près de ceux qui disposent de l'argent qui sont les grands gagnants. Et c'est ce qu'a dit un économiste du 18e, qui était tout à fait remarquable, et qui a dit, plus vous êtes près de la Banque centrale, plus vous vous faites des couilles en or. Et plus vous en êtes loin, si vous êtes le paysan dans la Creuse, vous êtes tout à la fin, et c'est un peu l'effet Cantillon. C'est l'effet Cantillon. Exactement, l'effet Cantillon. Et donc, pour ceux qui veulent comprendre ces choses-là, Cantillon, qui était un Irlandais, a écrit un livre au 18e qui s'appelait le doux commerce, quelque chose comme ça. Non, c'était pas le doux commerce, c'était... c'était un quelque chose sur le commerce. Cantillon, vous le trouverez sur Google, c'était pas long. C'est absolument remarquable parce qu'il avait tout vu en utilisant les mots du 18e, pas les mots du 19e ou du 20e, mais c'est absolument remarquable. Donc vous voyez que l'effet Cantillon, c'est dans le fond quand les puissants contrôlent l'émission de monnaie et le coût de la monnaie à leur profit. Et un vrai débat devrait s'instaurer en France sur comment les types qui sont nommés à la Banque centrale, mais on a créé maintenant une Banque centrale européenne où ça se fait, et on ne peut plus rien dire puisqu'on a abandonné notre souveraineté monétaire. Donc, ils ont instauré maintenant un système où on peut même plus, si on voulait s'en débarrasser, on ne peut plus s'en débarrasser en France. On a cette espèce de truc qui fait qu'on ne pourrait pas mettre les taux d'intérêt à un niveau où, dans le fond, Josiane pourrait épargner pour s'acheter sa maison, tu vois. Donc, Josiane, c'est quelqu'un qui s'occupe de notre maison à Avignon, qui est très bien. Et donc, ça me met dans des états de rage, absolument, parce que, dans le fond, en intervenant dans le marché, en ne mettant pas un prix de marché sur les taux courts, vous distordez le système de façon épouvantable au profit des riches. Et c'est fait au nom des pauvres. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, on dit non, mais les pauvres, il faut qu'ils puissent emprunter pas cher. Mais non, il faut qu'ils puissent épargner de façon rentable. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas qu'ils puissent emprunter pas cher, il faut qu'ils puissent investir de façon rationnelle. C'est pour ça qu'on a créé l'unité de l'épargne. C'est parce que ça... Alors, revenons sur cette notion qui est quand même importante. Ça veut dire que pour s'en sortir, si on voulait s'en sortir aujourd'hui, en 2026, par le haut, la première chose à faire serait bien sûr de reprendre une souveraineté monétaire, parce qu'on a bien compris que pour remettre des taux comme à l'époque de Wagner, c'est-à-dire c'était le premier graphique. Aujourd'hui, si on les mettait à 4 ou 5, là où ils devraient être, l'État français saute. Donc, si tu veux, on ne peut plus. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi que si on prend notre souveraineté monétaire, on reprenne notre souveraineté juridique sur la dette en disant à partir de maintenant, la dette n'est plus en euros, elle est en francs français, et allez vous faire cuire ça. Ça, c'est la lex monetae, voilà. Et de toute façon, à partir du moment où si on maintient ça, on est cuit. Oui, mais si là, en tout cas, ça veut dire qu'on va
si on continue, et ils vont continuer, on le sait très bien, sûr. dans cette folie, jusqu'à véritablement avoir une crise sociale, c'est-à-dire d'abord... C'est-à-dire qu'il n'y aura plus assez d'argent qui est fait par les petites fourmis ici parce qu'elles n'en gagnent plus assez. Donc l'État qui continue à emprunter sera obligé de... ce qu'ils vont faire, les petites fourmis qui sont ici vont gagner de moins en moins d'argent. On va avoir un écrasement par le milieu. C'est ce qui se passe tous les jours. Ce qui se passe, c'est-à-dire que les seuils se rapprochent. C'est-à-dire que même quand tu travailles, tu vas te retrouver de plus en plus près d'un seuil de pauvreté. C'est le miséreux au travail. Voilà, donc ça va être ça. Ceux qui sont ici et qui s'en mettent, les entrepreneurs, ceux qui arrivent à s'en sortir... C'est pas des entrepreneurs, c'est des spéculateurs qui sont subventionnés. Les entrepreneurs, eux, ils en prennent plein la gueule. Alors, les entrepreneurs, en partie, en prennent plein la gueule. Certains qui ont travaillé à l'étranger depuis un moment, genre Total ou ainsi de suite, arrivent à sortir leurs billes, mais ils vont être spoliés par l'État des gens d'ici qui vont essayer de leur mettre des taxes. Donc, ils vont se barrer. Ils vont se barrer, c'est sûr. Encore plus loin. Ce que va faire Total, c'est qu'ils vont dire, écoutez, on n'est plus une affaire française. On va se mettre à New York, parce qu'il y a un moment... Ce qui va arriver. Donc, tous les gens qui sont suffisants... C'est déjà ce qui se passe quand vous avez suffisamment mobiles. Qui sont suffisamment mobiles. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez des entrepreneurs français à Hong Kong, en Floride, en Californie, partout où vous allez, ça grouille de Gaulois, qui sont des entrepreneurs et qui ont quitté la France parce qu'ils ne pouvaient plus exercer leur art. Qui était... Donc, c'est un vrai problème. Et alors, tout ça, c'est pour vous dire que finalement, bien écoutez, on est dans un monde qui est aujourd'hui complètement paradoxal. C'est-à-dire que le discours est, si j'ose dire, du socialisme mou, il faut accepter l'étranger, il faut le subventionner, il faut qu'il puisse se soigner gratuitement, enfin bref. Tout le monde est d'accord pour qu'on fasse des dépenses considérables par l'intermédiaire du biais étatique. Et ce qui veut dire que ceux qui épargnent, soit on leur pique leur épargne par des taux d'intérêt trop bas, soit ils ne peuvent pas utiliser cette épargne de façon rentable parce que les actions et l'immobilier sont hors de prix. Sachant qu'on n'est pas à l'abri aussi d'une crise inflationniste, qu'il y a une autre façon aussi de piquer l'épargne des petits gens. Absolument, ça va arriver. Pour permettre à l'État de rembourser sa dette moins cher. J'ai lu un truc tout à fait extraordinaire. Il y avait un corneau de journaliste qui se félicitait parce que il y avait 6 500 milliards d'euros, je ne sais plus combien, enfin une somme considérable. D'épargne française ? D'épargne française. Oui, ils adorent dire qu'on a cette réserve, comme si ça leur appartenait et qu'on pouvait tout à coup capter. Mais c'est pas ça, mais elle est déjà investie. Bien entendu, donc tu leur dis, c'est pas comme s'il y avait... Ils pensent que c'est Picsou qui va... Un tas d'or, comme ça, et on pourrait tout à coup le remettre dans l'économie. Mais il y est déjà. Il y est déjà. Comment croyez-vous que M. Arnault a financé ses immeubles ? J'ai rien contre M. Arnault, mais enfin, c'est tout à fait étonnant. Voilà. C'est simplement pour montrer. Donc, vous avez un discours qui est du socialisme, social-démocratie mou, en disant c'est pas bien de gagner de l'argent, et toute la réalité fait que, dans le fond, vous avez monté des systèmes politiques, économiques, monétaires qui transfèrent un maximum de pognon des gens pauvres vers les gens riches, en maintenant un discours de curé de gauche, quoi. Mais ça tient pas la route, quoi. Je suis quand même absolument effrayé. Et donc, comment vous protéger contre ça ? Eh bien, si vous voulez... Alors, je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont certainement à la ramasse, parce qu'il n'y a plus d'épargne. Hein. Vous êtes à l'os, quoi. Je veux dire, vous ne pouvez pas épargner. Bon, ceux-là, ils vont... Ça va être dur pour eux, mais pour ceux qui ont une capacité d'épargne, eh ben, écoutez, il faut absolument que vous épargnez le plus possible. Vous supprimez quelques abonnements téléphoniques, quelques Netflix, etc. Et vous épargnez le plus possible de façon à vous sortir de ce piège dans lequel vous allez vous faire massacrer, quoi. C'est pas... Et si on a monté l'université d'épargne, si on a monté l'Institut des libertés, c'est pour vous prévenir contre ce truc-là, parce que c'est gros comme une maison, et les gens
c'est curieux de parler d'épargne, de parler d'argent, de parler d'indépendance financière, de parler de... Il me semble que c'est l'essentiel de la démocratie, c'est-à-dire apprendre aux citoyens à devenir libres et responsables. Et dès que quelqu'un en parle, on dit, de toute façon, vous parlez que d'argent, vous ne vous intéressez pas au peuple et tout. Mais si c'est parce que je m'intéresse au peuple que je parle d'argent, parce que un peuple de... Non, mais simplement parce que j'en parlais avec ma fille ce week-end qui était à Paris, c'est que je lui disais, l'argent, c'est de la liberté frappée. Alors elle me disait, pourquoi tu dis frappée? Je lui dis, mais parce qu'autrefois, les pièces étaient frappées. Les pièces étaient frappées avec le sceau du roi. Voilà, donc elle n'avait pas cette image. Il y a des choses qui n'ont pas trop... C'est un truc, c'est la liberté qui est autorisée par le pouvoir royal, voilà. Puisqu'il y avait le sceau du roi dessus. Mais c'est important parce que l'argent, ça vous permet de... C'est pas pour acheter des montres, c'est pas pour acheter des choses justes, mais ça vous permet d'abord de vous mettre à l'abri, de mettre les vôtres à l'abri, et ça vous permet malgré tout de vivre en étant... Et c'est une façon de... Sans avoir peur. Sans avoir peur, c'est une façon de reconquérir votre indépendance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous comprenez comment gagner de l'argent avec votre épargne, eh bien, ça veut dire que vous n'avez plus besoin que quelqu'un d'autre gère votre épargne. Vous êtes suffisant. Et c'est comme de vous donner un métier autrefois, si vous voulez. Vous savez, c'est la vieille blague que disent les Chinois. C'est si vous donnez un poisson à un gars, il bouffera une journée. Si vous l'apprenez à pêcher, il vous bouffera toute sa vie. Ce qu'on veut, c'est vous apprendre à pêcher. De façon que vous bouffez toute votre vie sans avoir demandé la permission à ces corneaux là-haut qui n'ont qu'un intérêt, qui sont des voleurs. Donc... Retenez, ce qu'il faut retenir de ça, si vous voulez, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un système socialement profondément injuste et qui, économiquement, va nous amener à un désastre par la faillite, parce que on ne crée plus de richesse et on en dépense, quoi. Donc, il n'y a plus de valeur créée et on répartit de la valeur partout qui ne correspond à rien. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de vous apprendre à vous appuyer sur votre propre création de valeur pour continuer à créer de la valeur à partir de... Je voudrais dire quelque chose un peu out of the box ici, mais qui rejoint, c'est que j'ai entendu par exemple mademoiselle Sarah Knafo dans une émission de Thinkerview dire la chose suivante, dire voilà, il faudrait faire un plan Pinay-Rueff, c'est-à-dire revenir à ce qu'avait fait le général de Gaulle et reprendre quelque part notre économie, lancer un emprunt d'État et ainsi de suite. Bon, vous pouvez aller voir ce qu'était le plan Pinay-Rueff. Alors effectivement, Rueff et Pinay étaient deux personnes compétentes, mais j'ai deux remarques par rapport à ça. La première, c'est que l'époque de Gaulle était une époque de croissance ricardienne, on vous en a déjà parlé, on n'est plus du tout dans ce monde-là. Donc encore une fois, transposer des recettes d'autrefois à un monde d'aujourd'hui ne fonctionne pas forcément, ceci pour les gens qui ont suivi nos travaux. Aujourd'hui, les autoroutes, elles sont faites. Elles sont faites, donc on ne va pas faire des autoroutes parallèles, on ne va pas lancer des emprunts d'État pour relancer ceci ou cela alors que l'État est déjà là, ça c'est la première question. La deuxième, c'est que tout ceci est très bien, mais je vous rappelle que dans le plan Pinay-Rueff, ce que mademoiselle Knafo ne disait pas dans son entretien, il y a eu une très forte dévaluation. Et pour avoir une très forte dévaluation, il s'agirait d'avoir notre propre monnaie, parce qu'on ne peut pas dévaluer à l'intérieur de l'euro. Donc ce que ne dit pas encore une fois mademoiselle Knafo, c'est qu'il faut sortir de l'euro. Et ça, c'est quelque chose... Sortir de l'Europe. Donc c'est quelque chose qui est toujours contourné avec énormément de précision. Donc moi, je n'ai rien contre le fait de parler du plan Pinay-Rueff, mais parlons de tout le plan Pinay-Rueff. Et ça, c'était en grande partie le nouveau franc, le franc Pinay, et une dévaluation massive. Or, aujourd'hui, si on veut faire une dévaluation massive, ce qui serait sûrement bien pour notre relance économique, il faudrait... Non, parce qu'une dévaluation massive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ces espèces de salopards qui se sont déjà, ça voudrait dire une banque centrale. Qui serait une banque centrale, mais surtout, ça voudrait dire que tous ces salopards qui sont enrichis en achetant des actifs existants de l'immobilier verraient leur épargne baisser de valeur formidable à cause de la dévaluation, parce que ils paieraient ça. Et puis tous les entrepreneurs qui ont des compétitions qui viennent de Chine ou je ne sais pas où, eux, ils s'enrichiraient parce que d'un seul coup, ils deviennent... Donc c'est un transfert massif de richesse des rentiers qui sont au pouvoir aujourd'hui vers les entrepreneurs, une dévaluation. Mais vous pouvez faire ça si vous avez votre liberté monétaire, votre liberté budgétaire, votre liberté... Or, on n'a pas notre liberté budgétaire, on n'a pas donc... Tout ce que dit Mme Knafo est sûrement très intelligent, mais rien de ce qu'elle dit ne peut avoir lieu si nous ne reprenons pas
toutes nos souverainetés. Or, elle n'en parle jamais. Non, elle dit, elle reste dans l'euro. Elle reste dans l'euro. Donc ça ne sert à rien de me parler de plan Pinner-UF si... S'il n'y a pas une dévaluation de 50%. Donc c'est très joli de faire C'est très joli. intéressant. Comment elle va organiser ce transfert de richesse des rentiers vers les entrepreneurs si... non, mais c'est des paroles verbales, tu sais. Voilà, tout ça, c'est des trucs pour faire croire qu'elle y connaît quelque chose. Bon. Voilà, je pense qu'il ne faut pas confondre les comptables et les économistes. C'est intéressant, les comptables. Comme disait mon grand-père, pour faire un bon comptable, il faut un con et une table. Il y en a beaucoup, qui ont fait des bonnes écoles en France. Donc voilà un petit peu le truc qu'on veut essayer de vous dire, c'est que ça fait 50 ans que la France est gérée par des fonctionnaires, c'est-à-dire les rentiers, contre les entrepreneurs. On arrive à la fin de ce processus parce qu'il n'y a plus d'entrepreneurs, il n'y a plus rien à bouffer. Donc c'est exactement le processus de l'Union soviétique. Ça va se terminer de la même façon. Et donc pour l'instant, les conseils qu'on donne dans l'université de l'épargne, c'est d'avoir votre épargne dans des endroits où vous ne ferez pas massacrer. Et on a la satisfaction. Je crois que depuis le début de l'année, le portefeuille de l'université d'épargne, le portefeuille type, est en hausse d'à peu près 9%, ce qui est très bien. Ce qui est très bien, avec tout ce que M. Trump nous fait voyager, parce que quand il n'est pas en train d'attaquer les pingouins en Groenland, il enlève des gens dans leur maison, ensuite il fait des images où il se prend pour Dieu, il soigne les morts en thaumaturge. Il attaque ce brave pape qui m'a l'air très sympathique. Qui m'a l'air très sympathique et qui, ma foi, essayait d'aller en Algérie. Il faisait son boulot de pape. Il dit, oui, mais le pape ne parle pas de force, il parle de paix. C'est un peu ce que disait Zemmour aussi dans une émission en disant oui, le pape c'est ce qu'avait dit Netanyahou. Évidemment, le pape, vous savez, c'est comme l'ours, il fait son boulot d'ours, le pape, il fait son boulot de pape. Qu'est-ce que vous voulez? Évidemment, il va dire la paix soit sur le monde et aimons-nous les uns les autres. Je ne suis pas ulcéré, sachant qu'il est dans un temps long de l'Église. Il n'est pas dans le temps temporel, il est dans le temps de Jésus-Christ. Oui, voilà. Donc voilà. Alors tout ça, c'est pour vous dire que vous avez aujourd'hui une dichotomie totale dans le discours dominant, la doxa, entre ce que annonce la doxa comme les buts du système, la justice sociale, etc., et la réalité de son action. Alors, tous les cas, je voudrais qu'aujourd'hui, vous appreniez par cœur cette règle, parce que voilà la règle qu'il faut apprendre par cœur. Vous savez, celle qu'on met au-dessus du tableau de la maîtresse. Des taux bas ne favorisent pas l'économie. Voilà. Non, ne favorise en rien la croissance. La croissance. Ça favorise le gaspillage. Donc, vous devez vous dire taux bas égale non. Exactement. Et dans le cadre de l'université d'épargne, on va toujours chercher des endroits où on respecte d'abord l'épargnant en lui donnant une bonne rentabilité sans qu'il prenne de risques. Et une fois qu'on a respecté l'épargnant, l'argent est bien utilisé par des gens qui le payent à son vrai prix et qui du coup l'utilisent intelligemment. Donc, c'était la chose que tu racontais de madame quand on était à Saint-Sulpice, qui te disait, mais écoutez Charles, moi mon argent est placé sur à l'époque un Codévi, ça me donne du 8%, je trouve ça vachement bien. Oui, c'était une dame qui était tout à fait charmante, qui était une amie de ma mère, là-bas, à côté de Toulouse. Et en effet, un jour, pendant la grande inflation, elle est venue me voir, elle m'a dit « Charles, tout le monde gueule contre les taux d'intérêt élevés, mais écoutez, moi, je suis épargnante, à l'époque, c'était du 12 ou 13. 12 ou 13. Je trouve ça très, très bien. Je trouve ça rudement bien. Et je m'étais dit « Mais elle a raison, cette dame. Ouais. » Parce que l'inflation était 13 ou 14, donc elle ne touchait pas tant que ça. Oui, au réel, bien sûr. Elle ne touchait pas tant que ça, mais enfin, elle était contente. Elle était contente, mais maintenant, si tu veux, aujourd'hui, on a pour les gens pauvres l'indice des prix des gilets jaunes, l'inflation est à 5 ou 6 et leur salaire est à 0, et leur épargne est à 0. Mais alors attends, parce que le pire, c'est qu'une inflation à 5 ou 6 sur des produits incompressibles, c'est-à-dire que quand ton énergie... Bon, à la rigueur, tu peux te dire, je ne sais pas, si le prix des Nike ou le prix des iPhones monte, tu te dis, je m'en achèterai pas. Par contre, tu ne vas pas arrêter de mettre de l'essence dans ta voiture. Tu peux pas. Donc il y a des inflations qui sont vraiment en pleine tête. Et surtout que là, ça veut dire que comme ils dépensent 100% de leur pognon dans ces 3 produits, si un des 3 produits qui monte, ça veut dire qu'ils doivent en acheter moins des 2 autres, qui sont des besoins vitaux. Donc soit tu bouffes moins, soit tu bouffes moins bien, soit tu ne te chauffes pas, soit tu ne prends pas ta voiture. Mais c'est là où ils en sont réduits. Donc c'est ça qui me rend fou, c'est que ces politiques soi-disant socialistes où l'État va s'occuper de vous et tout, arrivent à un appauvrissement des pauvres qui est insupportable. Voilà. Moi je trouve que c'est pas normal que les gens qui travaillent ne gagnent pas de quoi vivre.
Non, mais bien sûr. Mais je crois qu'on est tous d'accord. Oui, mais il continue à suivre des politiques qui amènent à ça. Oui, mais je pense qu'il y a une réelle déconnexion, comme on a pu avoir dans l'ancien temps, avant les monarchies, entre un certain pouvoir dirigeant et leur entrisme, et le peuple qui travaille. Et c'est en ça qu'on est peut-être... Mais l'écart entre l'indice des prix des pauvres et l'indice des prix des riches, il devient gigantesque. Ben, on voit très bien la décorrélation et le fait que ça commence à diverger de façon incroyable. Ben voilà. Par rapport à là. Et voilà, et notre ami... Donc, quelque part, quand les gauchistes disent les riches deviennent de plus en plus riches, malheureusement, c'est vrai. Mais oui, mais ce qu'il y a, c'est que, encore une fois, il y a deux sortes de riches, ceux qui sont devenus riches en prenant des risques et ceux qui sont devenus riches en ayant du capitalisme de connivence. Et là, c'est pas des riches qui ont pris des risques, c'est des risques qui ont fait des produits qui sont proches, l'effet cantillon, ils sont copains avec les banquiers qui leur filent du pognon quand ils en ont besoin, pour acheter des trucs qui sont en quantité limitée. Donc, les riches qui prennent pas de risques s'enrichissent, et ceux qui s'appauvrissent, c'est les preneurs de risques et les pauvres. C'est vraiment pas juste. On peut pas être plus con. Ouais. Enfin, mais c'est parce que aussi ceux qui s'enrichissent sans prendre de risques rétrocommissionnent les politiques. Oui, il se trouve que c'est souvent les mêmes qui ensuite on le met au conseil d'administration. J'ai vu que M. Trichet avait été conseiller d'administration de Airbus, tu vois, tous ces grands trucs-là. Donc, ou leurs femmes, ou leurs petites amies, voilà, enfin on la connaît l'histoire. Et donc c'est toujours la même histoire, donc là il y a une collusion. Enfin, donc vous m'avez vu prendre un coup de colère, mais parce que... Non, ça va, elle était contenue. Elle était... Mais c'est important que vous compreniez ça, c'est que ne croyez pas les gens qui vous disent que manipuler un prix en votre faveur, c'est une bonne chose. Si quelqu'un dit « je vais manipuler le prix et vous allez gagner », ne le croyez pas. Parfait. Voilà, mais écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis dans cette émission. On vous dit, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous. On fera sûrement la semaine prochaine, bientôt une semaine de questions. Parce que il va falloir qu'on fasse un jour aussi un truc en direct. Oui, mais ça c'est pour l'Université de l'Épargne, c'est pas pour eux. Ah bon. Voilà. Tant pis pour vous. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci.